Footballeur qui quitte un stade en pleurs après avoir essuyé des insultes racistes. Une vedette internationale qui rentre précipitamment au vestiaire pour la même raison. Tout cela s'est passé le week-end dernier et ces faits ne sont pas les seuls. Alors, y a-t-il un problème de racisme dans les stades de football? Est-ce qu'on dit tout haut au stade ce qui se dit aussi ailleurs? Est-ce que ces cris, ces chants, ces insultes ont toujours existé? Les campagnes de prévention et les sanctions servent-elles à quelque chose? Et est-ce que ces faits de racisme ne concernent que le sport professionnel? Bienvenue dans Versus sur BX1. Et on va en parler avec nos invités ce soir. Vous êtes tous concernés par la question d'une manière ou d'une autre. J'ai envie de commencer avec vous, Richard Inaka. Vous êtes supporter du Sporting d'Anderlecht. Est-ce que quand vous allez au stade, vous assistez à des faits de racisme? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, belge d'origine congolaise, de vous sentir mal à l'aise par rapport à ce que vous entendiez dans des tribunes? Bonjour. Non, pour l'instant, ça fait quoi, plus de 10 ans, 15 ans que je vais au stade. C'est rare. Les cris de singe, quand un joueur d'origine africaine marque un but, c'est des choses qui s'entendent souvent. Oui, mais j'ai jamais entendu. Au stade en stock, c'est rare. Vous défendez un peu votre club là? Non, je ne défends pas, mais je dis la vérité. Donc je pense que c'est cette culture de racisme dans nos stades belges, ça a quand même disparu. Ça a quand même disparu. Et ce qui s'est passé à Malines, ça a vraiment réveillé certains démons du racisme. Mais bon, mais en Belgique, c'est de moins en moins. Je crois que les gens travaillent pour que ça ne puisse pas être sur nos stades. Patrick Charlier, vous sentez que vous remarquez dans vos chiffres que vous avez à Uniac qu'il y a une tendance à la hausse, à la baisse, une certaine stabilité? Une certaine stabilité. On a des chiffres. J'ai ici les chiffres pour 2018. On a une vingtaine de dossiers. On a 600 dossiers de racisme, donc une vingtaine de dossiers concernant le football. Qui partent systématiquement de plainte ou vous, d'initiative, vous pouvez dire tiens, parce qu'on sait que, parce qu'on a entendu que... Alors, on peut faire des autosaisines quand des dossiers sont médiatisés, mais c'est souvent des gens qui s'adressent à nous. Donc ça veut dire que c'est aussi la partie émergée de l'iceberg? C'est la partie émergée de l'iceberg, très certainement. Et ce que je voudrais mettre en avant, c'est que dans cette vingtaine de dossiers, il n'y en a que 6 qui concernent le football professionnel. On en a 14 qui concernent le football amateur, les jeunes. Et ça, c'est une réalité dont on parle moins, évidemment. Quand un Lukaku et on va se l'aborder fait... ce soir. Mais sur le côté voilà. stable, vous dites à Uniac quoi? Par rapport aux autres années, par rapport au moment où on a commencé à s'intéresser d'ailleurs au phénomène du racisme, vous avez le sentiment qu'il y a une certaine stabilité, une évolution? Alors, ce n'est pas un phénomène nouveau. Ça fait des années qu'on travaille sur cette question-là. Ça fait 10-15 ans. C'est une réalité qui existe. Je ne dirais pas qu'elle est en augmentation, mais elle existe, elle est persistante, malheureusement, avec des personnes qui prétendent que c'est une forme de folklore, avec quoi je ne suis pas du tout d'accord. Quand on parle de folklore, on pense à l'Union Saint-Gilloise et Fabrizio Bazzano. C'est aussi pour ça qu'on vous fait venir, parce que vous êtes un des fondateurs des Union Boys. Ça a toujours existé, quand vous alliez au stade il y a 20 ans, il y a 30 ans, un peu plus longtemps que ça, vous entendiez des insultes à caractère, on va dire, discriminatoire au sens large? À l'Union... Alors, l'Union est en général le bon élève. Oui, c'est plutôt le bon élève. Il y a aussi les matchs en déplacement. Disons, oui, je veux dire, il y en a eu, bien sûr. Il y en a eu dans le temps. Et ça prend quelle forme? C'était, c'était je sais pas moi, des insultes à des joueurs de couleur, c'était des réflexions de personnes dans les tribunes, mais je dirais que nous, ça fait plus de 20 ans. En fait, nous avons, dès le début, été très attentifs à ce qui se passait en Angleterre, avec les campagnes qui ont été lancées au milieu des années 90, Kick It Out, donc Kick Racism Out of Football. Et très vite, nous avons adhéré. Et donc, au Stade de l'Union, nous avons commencé à faire des banderoles, à écrire, à sensibiliser les gens. Et donc ça, c'est un travail de longue haleine. Mais il y a aussi le fait que les gens qui viennent à l'Union sont réceptifs à cette problématique. Ils se sentent concernés. Et ça aide beaucoup, évidemment. Et donc, on peut dire que, oui, l'Union, mais je pense que nous ne sommes pas le seul club, en Belgique, nous ne sommes pas le seul club, mais en particulier en parlant de l'Union, on peut être relativement satisfait
En tout cas, vous montrez que c'est possible d'avoir des clubs avec des ambiances familiales. Pierre Cornet, pour l'Union belge, vous menez des projets de sensibilisation, vous pouvez peut-être en expliquer quelques-uns, parce que on nous dit, tiens, on n'entend pas grand-chose, moi c'est exceptionnel que j'entende des faits de racisme, et pourtant, ça fait quand même suffisamment souvent la une des médias pour qu'il y ait des plaintes auprès d'UNIA et pour qu'on mène des projets aussi. Donc, lesquels concrètement ? Non, mais il y a des faits de discrimination. Ça peut être en effet du racisme, mais il y a d'autres formes de discrimination. La discrimination communautaire, l'homophobie par exemple. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est quelque chose qui est assez difficile parce que le football est en effet le sport le plus populaire en Belgique depuis très longtemps. C'est très ancré historiquement. Il y a beaucoup de rivalité entre certains clubs et certains supporters. Et donc, on essaie à notre niveau aussi de mettre sur pied des initiatives proactives pour essayer un petit peu de pouvoir changer la mentalité de certains supporters. Et donc les initiatives proactives que vous mettez en place ? Il y a notamment justement, il y a toute une phase de sensibilisation auprès des arbitres notamment, par rapport à toutes les formes de discrimination qui peuvent se présenter dans les stades. Il y a aussi des formations au niveau des sensibilisations qui sont organisées auprès des stewards, des responsables de la sécurité, des chefs de division, etc. Mais quoi, toutes les personnes... On leur dit le racisme c'est mal, non ? Non, ça je pense qu'ils le savent, Okay. bien évidemment, mais il faut savoir que toutes les personnes justement qui travaillent dans le cadre de la sécurité pour les matchs de football sont des personnes qui ont comme principale arme, même si le mot arme n'est peut-être pas le mieux choisi, le dialogue. Et donc ils connaissent les supporters, ils peuvent encore parler avec eux et ils peuvent encore essayer de les raisonner quand il y a en effet certains débordements. Et je tiens aussi à souligner que récemment, il y a 2-3 semaines maintenant, la Fédération belge de football a organisé un hackathon. C'était une sorte de brainstorming avec des jeunes personnes âgées entre 16 et 25 ans. Ça a eu lieu à Tubize. Et le but était justement d'avoir un petit peu un regard frais et nouveau sur les problématiques de la discrimination et pour savoir aussi comment on pourrait peut-être mieux s'attaquer à ce problème. Fabrizio Bazzano, au niveau d'Union Saint-Gilloise, vous avez déjà dû comme ça recadrer certains supporters, vous qui êtes président d'un club de supporters, parce qu'ils faisaient des cris de singe, parce qu'il y avait des attaques. Très honnêtement, c'est déjà arrivé que vous devez dire à quelqu'un, écoute, ça c'est pour d'autres clubs, on laisse ça aux autres. C'est extrêmement rare. En fait, ces dernières années, non. Mais parce qu'il n'y en a pas, tout simplement, il y en a pas. Dans le temps, peut-être il y a 20 ans, 25 ans, on a eu quelques échanges de mots, notamment avec des supporters peut-être qui étaient. Il y a d'autres déjà clubs où c'est plus difficile, des clubs bruxellois, on peut citer le RWDM qui est régulièrement pointé du doigt pour des sorties. Disons de toute façon. On avait proposé de venir ici et voilà, ils nous ont dit honnêtement, en tout cas pour les clubs de supporters qu'on a contactés, on se rend compte que c'est compliqué. Oui, je sais, moi je peux parler pour l'Union, je peux dire, mais simplement je voulais aussi dire que c'est pas tellement les présidents de clubs, enfin chez nous il n'y a pas de président d'ailleurs, mais je veux dire, ou même il y aurait un président, disons que ce qu'il faut c'est que pour réagir par rapport au racisme dans les tribunes, c'est très très important d'avoir l'ensemble des supporters qui sont là, qui sont conscients de la chose. Les personnes ne vont pas se permettre tout simplement de faire des cris de singe. Un effet de groupe parce que, si personne ne suit. Parce que d'abord personne ne va suivre, et en plus elles vont tout de suite, il n'y a pas besoin que ce soit un président de club, entre guillemets, de supporters, qui aille. C'est tout simplement les personnes qui vont l'entourer, qui vont lui faire comprendre que non, ici à l'Union, non, ça ne se fait pas. Moi, j'ai quand même parce que j'ai été regardé dans les archives, et pas que de BX1, mais alors 2007, un joueur, Zola Matumona, qui quitte le FC Bruxelles parce que son président lui dit tu n'es plus dans ton pays, tu dois oublier les arbres et les bananes. Ça, c'est 2007. 2009, une rixe entre deux footballeurs professionnels, Oguchionyeu et l'Anderlecht et le Van Damme. L'un traite l'autre de sale singe, l'autre de sale flamand. À Courtrai, il y a un an, Mpoku cri raciste et une amende de 5 000 €, donc quand même pas de quoi faire mettre un club en faillite, et puis 1 000 € pour les mêmes faits à une autre occasion. Alors à Bruges, tous les juifs sont des homos. Je suis désolé, mais on entend ça
dans les stades de football, on ne l'entend pas dans d'autres sports, comme par exemple même le futsal ou le basket, qui est un sport où il y a aussi beaucoup de diversité. Alors, comment on explique ça? Qui peut réagir là-dessus? Patrick Charlier, peut-être. Dans le futsal, on a quand même quelques dossiers. Ouais. Hein. Il y a eu des propos racistes. Il y a quelques années, dans un football en salle, quand un joueur marque un but. il y avait quand même des propos antisémites. Hein. Quand il y avait des joueurs israéliens qui étaient sur le terrain, il y a eu des condamnations assez graves. Je ne vais pas reprendre les propos ici, mais c'était très clairement des propos à caractère antisémite. Il y a eu des propos racistes aussi en futsal. On a ça aussi. Par contre, dans d'autres sports, on voit moins. En basket, il y a aussi des personnes d'origine étrangère, il y a aussi des personnes de couleur, et ça, c'est quelque chose qu'on constate moins. Et ça s'explique comment? C'est parce qu'il y a plus de monde dans les stades de football, Pierre Cornet, peut-être, ou parce que le football attire un autre public, que c'est un miroir? Différentes explications, mais c'est certainement un miroir de la société. C'est un sport qui est extrêmement populaire, donc qui attire vraiment toutes les couches de la société. Et en effet, quand on voit par exemple, si on parle d'un match de futsal, la capacité d'une salle est peut-être de 1000-1500 places. Il y a des matchs qui se jouent, par exemple au niveau professionnel, dans des stades qui ont une capacité de 25 000 places. Donc en effet, la possibilité de dérive est beaucoup plus importante à ce niveau-là. Richard Inaka, il y aurait un racisme différent dans les stades que celui que vous avez pu rencontrer, vous, dans votre vie de tous les jours, sur le marché de l'emploi. On parle souvent des discriminations à BX1, à la recherche d'un emploi, d'un logement, discrimination au lieu de fête. Bien sûr, en fait, si on en parle, parce que c'est les stades, c'est les stars et tout, mais bon, dans tous les jours, il y a de la discrimination. Donc, comme moi, je suis responsable d'un magasin, quand on appelle le responsable, dès qu'il voit un grand black sortir, c'est quoi ça comme histoire? Il se pose des questions. Mais bon, après tout, c'est isolé, c'est des cas isolés, mais ça se passe tous les jours et on en parle moins. Tous les jours, ça se passe, même dans les terrains de foot amateur, ça se passe. Alors, on va revenir, ça je vous l'avais promis, sur les questions de foot amateur, mais avant ça, juste Patrick, j'ai une question. Quand les médias s'intéressent et font la une ou un débat de plusieurs minutes sur quelque chose qui est considéré comme un problème, mais dont les amateurs disent, écoutez, finalement, c'est marginal, est-ce qu'on ne fait pas une publicité gratuite au racisme? Non, je pense qu'il faut en parler pour le dénoncer. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les joueurs de foot eux-mêmes commencent à réagir, à bouger, des Lilian Thuram, Lukaku, qui réagissent par rapport à ça, ce qui était moins le cas par le passé. Hein. Il y a un des premiers joueurs d'origine africaine, Paul Bellois, qui jouait dans les années, je pense, 60 en Belgique, était victime de racisme, et il expliquait qu'à l'époque, il n'en parlait pas. Et ce n'est que par après, quand il a arrêté sa carrière, qu'il s'est rendu compte de tout ce qu'il avait reçu comme propos à caractère raciste et qu'il en avait souffert. Il avait nié ça. Alors aujourd'hui, le fait que des vedettes en parlent, dénoncent, disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ça, ça peut avoir de vertus pédagogiques. Donc je pense qu'il faut en parler pour le dénoncer. On dirait encore, malgré les événements racistes, que le football est un vecteur d'intégration, vraiment. Ça ne donne pas parfois une tribune aux racistes? Pierre Cornet? Quand on voit par exemple, et j'ai eu la chance de pouvoir le vivre aux premières loges, quand on a vu un petit peu le parcours des Diables Rouges en Russie, le retour, j'ai été vraiment témoin du fait que tout le monde était vraiment uni, tout le monde était heureux, il y avait on ne sentait plus vraiment de différence entre les gens. C'était la même chose aussi en 98 en France. Quand on fait la fête, ça va toujours bien. Voilà, parce que c'était en effet très positif. Malheureusement, je pense que c'est un effet réellement positif et ça montre aussi que la diversité peut être source de réussite. Le problème, c'est que, en effet, je pense que la mémoire de l'être humain à ce niveau-là a ses limites et en effet, ça a un effet assez limité dans le temps. J'ai une petite devinette pour vous. On peut peut-être voir une phrase à l'écran. Qui a dit: quand on parle de racisme, il faut prendre conscience que le monde du foot n'est pas raciste, mais qu'il y a du racisme dans la culture italienne, française, européenne et plus généralement dans la culture blanche. Est-ce que l'un d'entre vous a une idée de qui a pu dire ceci, cela? Thuram. Lilian Thuram. Allez, on vérifie tout de suite à l'image. Et oui, effectivement, c'est Lilian Thuram, champion du monde français en 1998, auteur de 2 buts avec les Bleus, et très investi dans cette cause-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a cette culture blanche, dans cette notion-là, Patrick Charlier? Alors, je pense ce qu'il y a là derrière, c'est de montrer que nous sommes dans une société qui a tendance à reproduire les inégalités, à reproduire la ségrégation. C'est ce qu'on appelle la discrimination systémique et structurelle. Et c'est
ça qu'il veut dire, qu'on est dans une société qui est pour finir normée sur l'homme blanc de 40, 50 ans, hétérosexuel, et que quand on ne rentre pas dans cette norme, on se retrouve possiblement stigmatisé, visé. Et c'est ça qu'il veut dire à travers ça, c'est que les sociétés occidentales, la France, la Belgique, ne supportent pas toujours ou n'ont pas toujours conscience que la société est organisée de manière à se normer sur des personnes comme vous et moi, plus que comme Richard. Et c'est ça qu'il a voulu dire en disant prenez conscience qu'on est cette société qui, avec un héritage, alors je ne vais pas commencer des grandes théories, mais l'héritage postcolonial quand on parle des afrodescendants, mais on peut parler d'autres groupes, une sorte d'antisémitisme judéo-chrétien qui se transforme aujourd'hui, et des choses de cet ordre-là. Et moi, je lis cette phrase en disant vous, société occidentale, prenez conscience du fait qu'il y a cette forme de discrimination et racisme systémique qui existe dans nos sociétés, qui n'est pas nécessairement intentionnel. Il n'y a pas quelqu'un qui est un grand méchant raciste qui organise les choses. Ce sont des choses qui sont inconscientes, mais il faut le voir, il faut l'entendre pour essayer d'y travailler et de le dépasser. Ok. Richard Inaka, vous avez un fils qui joue au football, et donc c'est école de jeunes, football amateur, peut-être que sa carrière va décoller. Il y a aussi du racisme dans les écoles de jeunes et au niveau amateur. Il y a des choses qu'il a vécues qui étaient peut-être pas faciles pour lui ou... Bien sûr, bien sûr. En fait, il a commencé avec le Léopold et il grandissait plus vite que les autres. Alors à chaque fois qu'il y avait match, sa maman devait être au bord du terrain avec sa carte d'identité pour prouver qu'il avait réellement cet âge-là. Parce que quand on le voyait, on avait l'impression qu'il était grand et ben, ça l'a frustré. Jusqu'au jour où on a dit, écoute, tu joues avec les enfants de ton âge. Donc ça veut dire, arrête. Et à chaque fois qu'il taclait ou il faisait un geste, il s'arrêtait. Même quand il avait le ballon, il s'arrêtait pour se lever, pour relever l'autre. S'il te plaît, je n'ai pas fait exprès. Mais non, mais joue. Tu n'as pas fait exprès, c'est le contact, c'est un sport de contact. Vas-y. Mais de quoi? On partait du principe que parce qu'il était africain ou d'origine africaine, oui, parce voilà, on avait pu un peu trafiquer l'identité. J'avais déjà entendu sa mère qui il y a des fois quand j'y allais pas, elle m'appelait, mais il y a un papa qui l'a insulté, rentre chez toi, petit noir. Je dis, mais attends, ne te prends pas la tête, il est belge, il est né ici, c'est son... Et vous lui avez appris quoi? À faire le gros dos ou plutôt à se révolter? On lui a appris les bonnes valeurs, de dire que bon, faut pas faire attention, c'est comme ça, mais bon, faut pas... Si tu fais attention, tu gâches ta carrière, tu gâches ton plaisir, surtout ton plaisir. Le but à un enfant de cet âge-là, c'est d'abord le plaisir. Il n'y a pas de carrière, c'est le plaisir. Pierre Cornet, c'est un point d'attention pour l'Union belge, les écoles de jeunes, ou bien vos affiliés, ce sont les clubs, mais est-ce qu'on se dit qu'on doit faire au moins avoir plus attention à ce qui se passe dans le football amateur, parce que là, il n'y a pas les caméras, parce que là, il n'y a pas autant d'attention médiatique? On doit faire attention à tous les niveaux. Je pense que c'est aussi important au niveau professionnel, parce que c'est aussi une valeur d'exemple. Et donc c'est quand même très très important. Mais bien évidemment, aussi au niveau amateur, et ça ne porte pas uniquement sur le racisme, on voit aussi parfois qu'il y a quand même des excès de violence verbale et parfois aussi physique pour des matchs de jeunes qui, normalement, et vous l'avez très bien dit, normalement, le foot chez les jeunes, le but, c'est en effet de permettre justement à ces enfants de pouvoir s'amuser. Et peut-être qu'après, en effet, une carrière professionnelle peut peut-être devenir possible. Mais dans un premier temps, c'est le plaisir. Et le football aussi, c'est un sport, comme je l'ai déjà dit, populaire. Le but, c'est que ce soit ouvert à tout le monde. Tout le monde doit pouvoir avoir le droit de jouer au football. Et bien évidemment, en effet, tout propos, tout geste discriminatoire est à bannir. Mais c'est très difficile, en effet, de régler la problématique dans son ensemble. Quand on voit le nombre d'affiliés que l'on a à la fédération, on dépasse les 500 000 affiliés. En effet, c'est difficile d'éviter parfois certaines dérives qui ne proviennent pas toujours nécessairement des joueurs eux-mêmes, mais plutôt de l'entourage. Fabricio Mazzano, que peuvent faire les footballeurs finalement, vous qui avez l'habitude de voir, vous avez déjà vu des footballeurs faire preuve de solidarité, si leur coéquipier soit a un comportement inadéquat ou bien est victime d'agression? Je pense que dans le football professionnel, en tout cas, c'est assez courant. J'ai lu dernièrement... On peut imaginer qu'un supporter dise à un autre, écoute, tes cris de singe, ça ne m'intéresse pas, mais est-ce qu'un footballeur va oser sur un terrain commencer à dire, écoute, là je vois que tu nargues, ou bien aller vers ses supporters et dire, faites pas ces cris-là? C'est pas...
forcément évident quand on est dans son match. Maintenant, ça se déroule, puisque par exemple, quand les arbitres doivent arrêter un match parce qu'il y a des cris, non, il y a des joueurs, le capitaine ou les joueurs les plus représentatifs par rapport aux supporters vont pour calmer les supporters. Ça arrive, c'est arrivé encore le week-end passé en Italie, à la Roma, où Dzeko a dû aller calmer ses supporters, quoi, parce que le match avait été interrompu. Donc, je dirais, il y a quand même, et comme je pense que c'est Patrick, c'est vous qui disiez que les joueurs commencent à être de plus en plus sensibles et se motiver, et ils sont de plus en plus solidaires, je pense. Et pas uniquement, ce qui est bien, c'est pas uniquement les joueurs de couleur qui sont solidaires entre eux, mais c'est tous les joueurs qui commencent à être de plus en plus solidaires, et donc à ne plus accepter qu'il y ait par exemple, prenons le cas le plus éclatant, disons, des cris de singe, quoi, dans les tribunes, quoi. Patrick Charlier, quand même, en quelques secondes, sur ce que disait Pierre Cornet au début, il y a des discriminations liées au racisme, mais il y en a plein d'autres. Les joueurs qu'on traite de Jeannette, c'est une insulte homophobe, ou simplement quand on dit d'un footballeur, tu frappes comme une fille, c'est des choses qu'on entend. Vous allez me dire que c'est rare, moi je vais au stade assez souvent, et j'entends ça quand même souvent dans les tribunes. C'est discriminatoire, on a un peu de statistiques là-dessus aussi ? Alors j'ai ici une enquête qui a été faite en France par un club foot gay, le Paris Foot Gay, qui est un club de footballeurs homosexuels. D'une part, le football, le sport en général, mais le football en particulier, met en avant les valeurs de la masculinité, et donc tout ce qui est perçu comme étant un danger pour cette masculinité est mal vu. 41% des joueurs pros et 50% des jeunes ont déclaré avoir des attitudes négatives envers l'homosexualité. Les professionnels sont apparus plus homophobes et sexistes que les sportifs de tout venant. Et les centres de formation sont des environnements particulièrement intolérants par rapport à l'homophobie. C'est en France. Je pense que pour partie, c'est une réalité que l'on peut constater ici. Et je vois que ça n'a pas l'air en tout cas de surprendre les autres invités de ce soir. On en vient bientôt à la conclusion de ce débat. Je vais vous demander à tous les quatre une mesure urgente et nécessaire en matière de prévention contre le racisme dans les stades. Alors, l'un de vous, la parole en premier, peut-être Pierre Cornet, une mesure qui vous paraît urgente et nécessaire pour faire reculer le racisme dans les stades, quelque chose qui pourrait être mis en place assez rapidement. C'est une très bonne question. C'est pas tellement facile de pouvoir comme ça y répondre directement, mais en effet, je pense qu'on doit continuer à avoir des sanctions répressives, mais le plus important, je pense, c'est de travailler proactivement pour essayer de pouvoir changer les mentalités. C'est pas le football qui va résoudre cette problématique, mais... Richard Inaka, une mesure urgente, nécessaire pour vous comme supporter, quelque chose qui vous paraît urgent et nécessaire ? Mais avant la prévention, avant la répression et avant la prévention. Donc, comme je dis, il faut commencer, parce que vous n'avez pas, par exemple, dans les clubs des jeunes, on va commencer à aller porter plainte à gauche, à droite. Ouais. Il faut qu'il y ait d'avoir une prévention au niveau des jeunes. La prévention aussi pour vous. Voilà. Fabricio Bazzano, une mesure urgente, nécessaire ? Puisqu'ils ont parlé de la prévention, je suis tout à fait d'accord avec eux. J'aimerais souligner aussi le fait qu'il faut absolument réduire toutes les zones d'ombre, les complaisances, les personnes qui minimisent, notamment dans le chef des dirigeants de football, que ce soit les dirigeants dans les fédérations, que ce soit les dirigeants de clubs, qui trop souvent ont une attitude parfois un peu trop tolérante ou en tout cas ne prennent pas des positions nettes et tranchées. Parce que ça c'est une chose très importante, je pense. Patrick Charlier, pour une mesure urgente nécessaire. Ne rien laisser passer dans les équipes de jeunes. Merci à tous les quatre d'être venus. La semaine prochaine, d'autres invités, un autre débat, mais toujours des échanges sur BX1 dans Versus.